Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Comme on se retrouve? Eh oui, je suis de retour. Et pour te faire patienter avant la saison 2, je te propose aujourd'hui un épisode hors série. Et dans cet épisode, je te présente Guillaume. On s'est rencontrés par hasard dans une communauté de freelance à laquelle nous appartenons. Et pour la petite histoire, sans l'organisation d'un Secret Santa il y a aujourd'hui 1 an, nous n'aurions pas découvert que nous avions autant de points communs. Et cet épisode n'aurait sans doute jamais existé d'ailleurs. Lorsque je l'ai invité à venir te partager son domaine de prédilection, il m'a dit qu'il pouvait aussi te partager son projet, une yourte en Pologne. Nous en avions déjà parlé ensemble et je n'ai pas pu résister à l'envie de te l'enregistrer, tout en abordant le sujet grâce à son regard de freelance en marketing. Tu vas donc pouvoir dans cet épisode découvrir comment il compte créer son projet, où il en est et son histoire, puis dans une seconde partie, comment compte-t-il le développer grâce à ses compétences en marketing. Laisse donc moi t'embarquer en Pologne pour un voyage avec Guillaume. Alors oui, comme, tu l'as si bien dit, c'est Guillaume, voilà. Et bien je suis freelance, voilà, je suis freelance depuis, quelques années maintenant et ce que je fais, donc 2 choses, je fais de la création de contenu, de la publicité Facebook, voilà, entre autres et je suis aussi prof, enfin du moins intervenant dans des écoles de marketing, à Paris, au Havre et à Rouen, voilà. Et Waouh. à côté de tout ça, eh bien, j'ai un projet, avec ma compagne, un projet de construction de yourtes dans le sud de la Pologne. Voilà, donc c'est pas trop à côté, hein, c'est pas en France, c'est en Pologne, mais pourquoi la Pologne? Voilà, peut-être qu'on y répondra prochainement. Donc du coup, en fait, je t'ai invité au début, c'était pour parler de tes compétences, etc. en marketing, parce que du coup, tu me parlais de community management et de Facebook Ads, etc. Et c'est des sujets qui sont super intéressants. Mais du coup, t'as commencé à me parler aussi de ton projet du Yurt. Et Ouais. du coup, je me suis dit, ok, alors, au début, c'est plus toi qui m'as orienté là-dessus. Et du coup, j'ai fait, ok, il faut qu'on fasse ça, c'est obligé. Donc du coup, le sujet aujourd'hui, ça va être de t'interviewer en tant que professionnel du marketing, Mmh. mais qui va monter son hébergement et qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas marketer ton hébergement, quoi. Mmh. Donc, je vais essayer de l'orienter comme ça et du coup, ça va être hyper intéressant parce que du coup, c'est comme un cas pratique finalement et avec des bons conseils parce que tu es dans le milieu, quoi. Donc, c'est magnifique. Top. Donc, est-ce que déjà, premièrement, est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste ton projet et m'en dire un peu plus là-dessus? Alors le projet a émergé à la suite, d'un mariage en Pologne. Voilà, on était invités, pas très loin des montagnes, tout au sud de la Pologne, en plein Covid, voilà, dernière, donc en plein dedans Mhm. et c'était, on va dire, la première grande sortie, depuis que la pandémie avait commencé et en fait, toute la partie d'après mariage, donc après l'église, s'est passée dans un chalet, un beau chalet en bois. Il y avait pas beaucoup d'habitat autour de ce chalet et il y avait une bonne sensation qui s'en dégageait. On était, pas énormément de convives, enfin, quand même, il y en avait une petite cinquantaine, mais voilà, il y a des mariages où on est beaucoup Ouais. plus et voilà, on aimait bien ce côté intimiste, même si on était 50, on avait l'impression d'être un peu, pas seul au monde, mais voilà, on aimait bien ce côté intimiste et justement la personne qui s'était mariée ce jour-là, donc elle, son père faisait de la location de chalets, en Pologne. Et ce jour-là, on s'est dit: «Tiens, ouais, c'est» et en fait, en revenant du mariage, on a commencé à regarder des chalets. Mais on s'est dit: «Ah, ça se fait trop, c'est pas forcément un truc qui pourrait répondre réellement à nos attentes, quoi». Là, c'est vraiment du pur feeling, hein, c'est du pur sentiment, on n'a pas essayé trop de chercher, un truc qui allait vraiment se distinguer dès le départ. C'est vraiment venu instinctivement et c'est surtout venu instinctivement de Priska, donc de ma compagne. Un soir, elle a proposé, la yourte, donc moi, voilà, j'étais toujours dans le cliché, donc c'est-à-dire, à ce moment-là, j'imaginais que c'était une yourte, ça ressemblait à quelque chose d'une architecture mongole, alors que, il y a plein de yourtes différentes, on s'est plus, dirigé vers ça
Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait un constructeur de yurts à Cracovie. Voilà, parce que j'habite à Cracovie aussi depuis 4 ans avec ma compagne. Donc on a été voir ce constructeur en question et on a vu surtout que les yurts, il n'y en avait pas beaucoup en Pologne et que les prix étaient à la location au niveau de la nuit étaient très similaires aux tarifs français. Donc là, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas mal, il y a peut-être quand même un truc vraiment à creuser. La yourte, c'est une chose, voilà, mais voilà, ce que j'ai envie de changer, en tout cas dans le projet qu'on a avec Prisca, bon, d'une, c'est peut-être déjà de changer d'environnement parce que les yurts, on capitalise beaucoup sur la vue, sur la grandeur, sur l'espace. C'est quelque chose qui revient souvent, même je pense, dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que quand on voit une yourte, forcément, on se réfère à peut-être des yourtes mongoles qu'on a pu voir et du coup, on imagine tout de suite de très très grandes étendues d'herbes de montagne, etc. C'est ce qu'on va essayer de retrouver aussi en Europe, même les yurts qu'on a pu tester en Pologne, voilà, où on a cette impression de grandeur. Nous, c'est plus dirigé sur le côté forêt, même s'il y a beaucoup de fourmis dans la forêt et que l'armature, elle est faite en bois et qu'il faut trouver une solution pour pas que les fourmis elles viennent manger la yourte. Mais mais il y a une solution à tout, hein, on va trouver. Là, notre projet, c'est de monter une première yourte, de commencer à faire un champ permacole, donc faire un peu de permaculture au niveau de cette yourte. Donc ça va prendre beaucoup de temps, la permaculture, voilà. Mais à terme, si on peut peut-être nous construire notre maison sur ce terrain qu'on a choisi qui fait 1 hectare, on pourra peut-être profiter de tout ça un petit peu plus tard et éviter d'aller chez Carrefour. Mais voilà, l'idée, c'est de tendre plus vers l'autosuffisance, j'ai envie de dire, même si c'est un mot un peu fourre-tout. Enfin, en tout cas, être beaucoup plus autonome dans notre façon de vivre, d'être moins dépendant de commerce, de ce genre de choses-là, d'être un petit peu plus proche de la nature, des montagnes qui sont pas très loin du terrain, parce que notre terrain là est dans le sud de la Pologne, donc ça va peut-être pas trop parler aux auditeurs, mais on est voilà, pour les connaisseurs, on est à 1 heure et demie de Zakopane. En fait, Zakopane en Pologne, c'est la ville, la grande ville où tout le monde va faire du ski. Ok. C'est-à-dire, c'est le Courchevel, c'est C'est le le Courchevel Courchevel de polonais, quoi. Pologne, quoi. Voilà. Donc voilà, le terrain est à 1 heure et demie. Voilà, il y a des petites pistes de ski pas très loin aussi du terrain quand il pleut beaucoup. Donc là, pour l'instant, il y a tout à faire, hein. Là, on s'occupe de débroussailler un peu le terrain, de ramener l'électricité et l'eau, parce que, mine de rien, c'est un terrain vierge et il n'y avait strictement rien dessus. C'était une clairière forestière. À ce stade, on est encore au stade embryonnaire. Donc là, on a l'eau, on va bientôt ramener l'électricité. Et forcément, petit à petit, eh bien, on a commencé à amorcer une petite communication autour de ça. Bon, elle est très Mhm. légère, mais c'est bien d'avoir un pied dedans parce que ça nous permet de faire le point sur nos actions et de mieux nous projeter et de trouver justement des idées qui pourraient être peut-être un peu novatrices dans l'expérience du New York, des choses qu'on n'a peut-être pas forcément vues et qui pourraient épouser justement tout le cadre qui est autour de cette York-là. Voilà. Trop bien. Je Donc, parle beaucoup, hein, tu non, n'hésites non, mais pas à c'est me passionnant. couper. Donc, balance. Non, je t'arrête pas du coup parce que c'est super intéressant. Et du coup, je sais que sur ton compte pro sur Instagram, je te vois des fois avec la tronçonneuse en train d'aplanir Oui. le terrain, etc. Donc ouais, c'était vraiment au stade, vraiment le tout début. Et pour le Mm. coup, t'as vraiment tout à faire. Et c'est ça que je trouve ça hyper cool. Alors, T'arrives pas dans quelque chose mm, de mm. déjà construit et du coup, tu peux vraiment apporter ta patte à tout ça et porter le projet là où tu veux vraiment l'amener, quoi. Mmh. Alors ouais, donc c'est exactement ça. Le projet, voilà, voilà, il se fait vraiment avec ma compagne, hein, avec Priscia, parce que moi, bon, ça fait 4 ans que je vis en Pologne, je parle un petit peu le polonais, je comprends plutôt bien, mais de là à rebondir, aller Hmm. sur des termes techniques, etc.,
dans la négociation, ce genre de choses-là, je suis très, très mauvais. Donc, c'est pour ça que je me rattrape plus sur le côté manuel. Et voilà, ce qui est normal. Et sur le côté, peut-être, communication, comment, imaginer tout ça pour le futur. Bon, c'est vrai, on est en tout cas, c'est un bon exercice en couple parce que, bon, moi, ça va. Pour l'instant, ça va. J'ai pas trop la pression, on va dire, même si Ouais. c'est un projet qui amène beaucoup d'émotions, aussi bien positives, mais aussi des fois négatives, qui engendrent beaucoup de charge mentale. Parce qu'avec ma compagne, avec Priska, voilà, on a nos boulots respectifs. Moi, je suis freelance. Priska travaille dans le recrutement, voilà, dans une grosse boîte où elle essaye de persuader des Français de travailler à Châteauroux. Oh. Mais voilà, ça fait rentrer des sous. Mais ouais, on essaye de mettre beaucoup d'argent de côté, des sous tous les mois. Ça nécessite aussi beaucoup de sacrifices. Faut être aussi très aligné Mmh. avec sa moitié dans ce genre de projet-là, parce que voilà, s'il y en a un qui va pas, il faut que l'autre puisse lui retirer, lui prendre le bras et lui dire, allez, ça va bien, ça va aller, ça va bien se passer. Donc c'est vrai que des fois, mentalement, ça peut, des fois, ça peut un peu capoter parce que coup de charge mentale et il y a toujours des petites dépenses à droite à gauche et voilà, on s'aperçoit aussi que bon, il y en aura toujours, on se fait une raison, mais il y a ce côté-là aussi à gérer. Donc, bon, moi, je gère, je suis plus sur le côté manuel, communication, et c'est vrai que Prisca, c'est la personne qui renvoie, voilà, l'image de la businesswoman du projet. Voilà. OK. Les, les- Yes. les factures, en tout cas, elles sont faites en son nom. Les Polonais ne se font pas chier à écrire mon prénom et mon nom. Voilà. C'est trop compliqué aussi pour eux, donc c'est normal. Mais c'est trop bien du coup que, au final, vous ayez vraiment les 2 aspects en fait. Vous êtes complémentaires sur le projet et je trouve ça super cool et et vis-à-vis de moi, j'ai un même projet enfin, ça sera pas le même projet que toi, mais c'est pareil de monter un hébergement en couple et je dis gros respect parce que du coup, là, je l'ai pas commencé, mais rien que d'imaginer, tu vois, genre, la localisation, rien que ça, enfin, c'est un échange euh, Ouais. hyper important et rien que pour des petits choix comme ça, enfin petits choix qui sont réellement importants, euh, Mhm. on réfléchit beaucoup à deux. Ouais, Et ouais. alors j'imagine pas pour des choix qui sont hyper importants, type, je sais pas, l'électricité on la fait passer par là ou par là. Ça doit être Voilà. ouf, ça doit être ouf à négocier quoi. Bah, en fait, alors ça dépend des voisins que tu peux avoir. Ouais, Nous, on a un voisin qui nous aime bien et un autre qui nous aime pas trop et qui connaît d'autres personnes des environs et voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait un état d'esprit très positif à ce qu'on soit sur le terrain actuellement parce que ça change aussi, les habitudes, des habitants qui sont pour ouais, la plupart là depuis 30 ans. ouais. Voilà, on va voir si on va nous lancer du caca. Mais non, après, ouais, c'est le terrain, oui, on l'a pris parce qu'il y a eu un coup de cœur et c'est vraiment ce qu'on cherchait. Alors, un terrain, ça peut dessiner un projet. Et à l'inverse, si tu as un projet de bien en particulier, tu vas pas mettre une yourte, par exemple, sur un terrain lambda. Ça devient assez compliqué de trouver le bon terrain parce qu'il faut trouver aussi le terrain qui va permettre aussi de t'enlever une autre charge mentale qui est que tu vas peut-être pas forcément avoir une grosse infrastructure ou un building ou n'importe quoi, une société qui va se construire à côté de ton terrain, ce qui fait que ça va gâcher ton expérience dans les 2 ou 3 ans à venir. Hmm. Voilà, donc se renseigner. C'est pour ça qu'on a choisi la clairière forestière parce que on s'est dit que potentiellement, ok, il y a des propriétaires de forêt, mais enfin, quand on a vu la qualité de la forêt environnante, on sent que c'est une forêt qui est quand même plutôt entretenue, qui a pas du tout Ouais, elle est vouée à de rester quoi, t'auras pas de rotation. surprise Ouais, quoi. voilà, donc ça, c'était aussi une forme de protection. Euh, Hmm. Au départ, on voulait choisir une yourte avec un terrain très dégagé, vue sur les montagnes, etc. On s'est vite rendu compte que souvent, on va chercher vers des promoteurs immobiliers, ce genre de choses-là.
les promoteurs immobiliers, ce qui les intéresse, c'est de vendre des terrains. Ils s'en foutent s'il y a un gars qui construit une maison juste à côté de ta yourte. Enfin, voilà, donc en fait, c'est trouver le bon terrain pour ce genre de truc-là, c'est pas si facile que ça, quoi. Ouais. Euh, Après, à voir, hein, une tiny house, déjà, je pense que c'est beaucoup plus modulable au niveau du positionnement. On peut mettre ça sur un petit terrain, etc. Peut-être parce qu'il y a des attentes différentes dans l'imaginaire collectif. On voit le projet différemment. C'est vrai qu'on est parti sur la hurle, donc on voulait quand même que les personnes ressentent ce côté ok, je suis tout seul, personne vient m'emmerder. Voilà, au moins ça, à défaut de ne pas avoir de grandes vues voilà, à des kilomètres à la ronde. Mais ouais, bon, en tout cas, on découvre un univers qu'on ne connaissait absolument pas. Alors, on voit des gros insectes qu'on n'a jamais vus de notre vie et qui font un peu peur. Mais voilà, les taupettes, par exemple. Voilà, Oula, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, les c'est. taupettes, c'est des gros insectes qui ressemblent à des grillons. Ils ont une voix un peu plus grave que les grillons et les taupettes se font manger par les taupes. Et juste pour savoir, là, une yourte, ça fait combien de mètres carrés du coup? Alors, une yourte, tu peux avoir différents modèles. Alors, les modèles que moi je connais et que j'ai testés, c'est des yourtes de 25 mètres carrés et de Ok, 35 mètres carrés. Donc, 25 mètres carrés, c'est plus pour une yourte de 2 personnes. 35 mètres carrés, c'est plus une yourte en mode familial. C'est-à-dire ok. un couple, 2 enfants. Donc, ouais, mais 35 mètres carrés, ça reste quand même assez grand. Alors, pourquoi la limite des 35 mètres carrés? En tout cas, en France, c'est pas fait par hasard, c'est que au-delà de 35 mètres carrés, tu as besoin d'un permis de construire. Donc en fait, c'est pour ça que si tu as un terrain agricole et que tu souhaites mettre une yourte sur ton terrain agricole qui ne dépasse pas 35 mètres carrés, tu peux l'installer. À ma connaissance, de ce que je sais. Peut-être que ça a encore rechangé, parce que je sais que le droit français, il est très Ouais, malin ça là-dessus, bouge hein. vite, ouais. Donc voilà, ça peut changer très vite. Euh, En Pologne, c'est aussi le cas, mais ils parlent d'étendre la surface, donc c'est-à-dire qu'en Pologne, te faut un permis de construire obligatoire lorsque ça dépasse 70 mètres carrés. D'accord. Donc là, on serait très très bien Ah, c'est bien, ouais. si, J'avoue. si voilà, ça pourrait passer l'année prochaine, donc, mais bon, on va pas compter là-dessus, hein. Ouais. Moi, c'est les 2 types que j'ai pu faire. Après, je sais qu'il y a des très, très grandes yourtes, de 100-120 mètres carrés. Waouh. Généralement, c'est modulable, hein, ça peut se faire aussi au projet. Je sais que la personne qui fait les yourtes à Cracovie, elle les fait soit, d'après son catalogue, parce que la personne a un catalogue, de yourtes, de tiny house, ce genre de choses-là. Mais on peut très bien faire, un projet sur mesure avec lui et lui dire: «Bah, voilà, moi je veux que tu me découpes du bois, que tu fasses une armature qui pourrait permettre d'accueillir, je sais pas, une toile pour une surface de 120 mètres carrés. Sachant qu'il y a des yurts énormes aussi qui sont conçus pour accueillir des mariages, par exemple. Hmm. Euh, voilà, donc il y a un peu, je pense qu'il y a un peu de toutes les tailles. Voilà. Je sais que pour les Français qui voudraient voir se renseigner sur les yurts. Je sais qu'il y a un spécialiste là-dedans qui s'appelle la yourte française. Ton statut de freelance vis-à-vis de ce projet, comment tu le vis? Est-ce que du coup, je sais qu'on en avait discuté, que du coup tu étais un peu en mode est-ce que je me ressens vers ce secteur-là? Est-ce que j'arrive à faire la bascule? Enfin, comment tu gères cette balance, je vais dire, de travail et émotionnel aussi? Aujourd'hui, alors c'est vrai que je m'étais dit, tiens, je vais peut-être un peu forcer le destin et je vais vraiment peut-être plus me spécialiser que dans des personnes qui font de l'habitat léger, de la yourte, de la tiny house, ce genre de choses-là, pour pouvoir aussi, moi, élever mes connaissances en la matière. Mais en même temps, j'étais dans un point où j'avais dit OK à ma compagne. Et, et en fait, enfin, c'est compliqué tout est lié au cerveau, hein. Je pense que quand on veut vraiment, on trouve une solution. Dans mon cas, je préfère peut-être aujourd'hui plus regarder dans mon travail de freelance, en tout cas, les opportunités, pas en mode ok, dès que je trouve quelqu'un qui va me donner des sous, vas-y, je bosse avec Mode lui. requin. Non, c'est pas ça. Voilà, non, non, ça c'est juste pas du tout bon pour le mental. Mais non, quand je parle plus d'opportunités, c'est déjà juste
de travailler avec des personnes avec qui je pourrais bien m'entendre. Et voilà, et déjà quand il y a ça, il y a une bonne énergie autour du projet, autour de ce qu'il y a à produire euh, pour son client. Et voilà, que le client ne fasse pas de yurt ou de tiny house ou ce genre de choses-là, et ben c'est pas très grave. Bon, aujourd'hui, j'ai un client en audiovisuel, client qui est spécialisé dans de remèdes pour les abeilles. Dans encore quelque chose de très différent. C'est des clients qui se ressemblent pas vraiment entre eux, mais finalement, mis bout à bout, j'y trouve quand même une certaine cohérence avec, j'imagine, avec Prisca, ma compagne. Donc voilà, je détecte les opportunités et j'essaye de donner un maximum pour travailler du mieux possible, que mon travail soit aussi apprécié et que je puisse aussi, par conséquent, gagner de l'argent pour pouvoir évoluer vers ce projet de yurt accompagné d'un jardin permacole. Voilà, c'est ça l'idée de base. Ok. Après, on verra Donc, la et suite. jusqu'à présent, du coup, je me demande un truc, tu vois, là, tu parlais des projets que tu es en train de faire. Je me dis qu'inconsciemment, peut-être qu'aussi tu t'en nourris pour produire après ton propre projet. Est-ce que tu te vois faire que de l'hébergement ou vraiment rester freelance en même temps, c'est un projet sur la longue durée? Pour l'instant, je pense que ça se fera naturellement, mais ouais, je me vois rester freelance. Peut-être que l'activité, elle, Hmm. évoluera. Je pense, enfin, de Ouais, toute de toute façon, façon, on n'est jamais figé, ouais. c'est obligé, hein. Ce que je vais faire aujourd'hui pour mes clients, dans un an, je vais devoir faire autre chose. Donc, de toute façon, il y aura une évolution, mais ouais, c'est vrai, j'aimerais conserver cette activité-là parce que c'est énormément d'énergie. Ouais, Enfin, pendant pour faire tenir ton truc et que ça se passe bien, que c'est dur, quoi, ouais, de dire de se j'arrête dire, tout bon, demain, vas-y, quoi. voilà, personnellement, j'ai des idées, voilà, à côté de peut-être du social media, ce genre de choses-là, des trucs qui sont totalement en déconnexion par rapport à ce que je fais maintenant, mais voilà. Bah écoute, je te prends en bêta-testeur du coup. Parce que du coup, je vais faire à peu près le même parcours et ouvrir mon hébergement aussi. Mais comme toi, tu vois, je me vois vraiment pas abandonner mon statut de freelance. Ça fait tellement partie Mmh, de moi aujourd'hui que, tu vois, je me dis au bout de 5 ans, tout arrêter et dire bye bye à ça, ça serait dommage et ça fait tellement partie de moi que c'est impossible. ouais, ouais. Et tu vois, je me vois bien faire le moite-moite, on va dire, le 50-50 et faire de la gestion pour des clients et ça sera que des clients gîtes. Mmh mh. Et en plus de ça, faire le gîte, tu vois, ça va de sens. Mais je pense que toi aussi, même si tu as des clients qui sont pas spécialisés, tu vois, dans l'hébergement, dans le tourisme, etc., je pense que on se nourrit tous des clients et de leur, Ouais. soit de leur projet, soit des compétences qu'on a besoin d'y mettre. Et du coup, Mmh. bah, je pense que les deux, ils sont vraiment super complémentaires en fait. Ouais, ouais. Non, c'est pas incompatible. Après, c'est toujours une histoire Ouais. d'équilibre. Par contre, il faut le Après, trouver, pour quoi. revenir sur, ça, ouais, c'est le plus dur, hein, mais c'est tout le temps Ouais. ça, hein. On est tout le temps en équilibrage permanent, c'est ça qui est compliqué, mais bon, plus on vieillit, plus je pense qu'on devient peut-être, en tout cas, c'est la sensation que ça donne, d'être un petit peu plus à l'aise avec tout Mmh. ça, plus dans l'acceptation et du coup, ça passe un peu mieux. Non, mais je pense que conserver son boulot de freelance, tout en ayant, ce projet-là à côté, heu, je pense que derrière le mot freelance, le truc qui se cache et le truc auquel on se rattache, c'est de garder notre, liberté de mouvement avant tout et notre indépendance. Donc, après ça peut prendre aussi, différentes formes, Ouais. voilà. Moi, par exemple, bon, aujourd'hui, je me renseigne, sur des stages de survie, en pleine forêt, comment devenir moniteur de survie. Bah, ces gars-là, ils sont indépendants Bah, aussi. ouais, ouais. Donc, ce sera sûrement le mois d'après peut-être, Mmh. enfin, pas le mois, Ouais. Le moi toit. en tant que personne. Voilà. Trop cool. Du coup, avant de passer à comment tu veux marketer ton projet, je voulais faire juste le point où tu en es aujourd'hui. Comme ça, dans un an, je reviens te chercher et on essaie de faire le point. Ce serait trop drôle. OK. Aujourd'hui, on a trouvé donc le terrain adéquat pour le projet de yurt
et de permaculture. La bonne nouvelle, c'est que pour la yourte, on a toutes les finances pour le faire. Là, bon, il nous reste des finances supplémentaires vraiment pour la clôture, régler les problèmes d'électricité parce que en soi, c'est pas le côté technique qui est un petit peu saoulant, mais ça va être là actuellement, aujourd'hui, c'est un peu plus les gens Ouais. qui est aux alentours et qui nous freinent beaucoup et j'avoue que ça nous affecte quand même pas mal parce qu'on est quand même dans une démarche très positive. On veut conserver le lieu au maximum, ne déranger personne, etc. Mais bon, finalement, c'est pas le cas. C'est voilà, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille et voilà. Bon. Mais que régler d'abord tout ça, ce sera une bonne chose Tu de m'étonnes. faite. Et on a un sol aussi très ferreux, donc voilà, il nous faudra une mini station de filtrage aussi de l'eau. Voilà, une fois que tout ça sera fait, je pense que, en fait, la yourte, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hmm. C'est-à-dire que donc, on espère en tout cas l'installer dans 1 an. Ok. Donc il est temps de passer à l'offre de marketing. Est-ce que tu as déjà commencé à imaginer une stratégie? Ça va être quoi ta démarche? Comment tu vas procéder en fait? Alors, déjà, j'ai commencé à écrire une newsletter. Bon, je suis pas hyper assidu, peut-être parce que je dois la rédiger en anglais, mais on trouvait ça intéressant de commencer à écrire une newsletter sur le sujet, non pas pour raconter forcément notre vie, mais nous, en tout cas, ça nous permet voilà, de mettre noir sur blanc ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu ressentir sur certaines décisions. Par exemple, là, la dernière qu'on a faite en date, c'était sur le choix du terrain. Et du coup, c'était sympa parce que on a discuté voilà, tous les deux. On s'est remémoré ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait ressenti à la première visite, ce qu'on imaginait, les petits signes de la vie qu'on a pu voir sur le Hmm. terrain. Par exemple, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais moi j'avais vu une grosse libellule qui m'avait frôlé. Et en fait, la grosse libellule, bah moi, la dernière libellule que j'ai vue, c'était un dessin que j'avais fait pour ma grand-mère Ah, quand j'étais petit. ah bah Et du ouais. coup, moi, ça m'a rappelé ma grand-mère et bah, c'est quelqu'un qui compte toujours énormément pour moi. Et même si elle est plus là. Mais, mais voilà, ça m'a rappelé ma grand-mère. Je me suis dit, tiens, voilà. Et voilà, en fait, ça s'explique pas, mais voilà, l'exercice de la newsletter, ça nous permet finalement de mieux nous aligner. On se dit, ouais, faire une newsletter, c'est chiant, ça sert à rien, personne va lire tout ça. Au final, au début du projet, que ce soit pas forcément lu, limite, on s'en moque un peu quelque part, c'est que nous, notre objectif, c'est déjà de clarifier nos états d'âme, de mieux avancer par la suite. Et on a remarqué que ça nous faisait du bien, donc c'est pour ça on va continuer à le faire. Au-delà de ça, bon, bien sûr, on espère avoir un peu plus d'abonnés ces prochains mois. Là, du coup, il faudra augmenter la fréquence de la production de newsletters. Donc au départ, j'étais un peu trop ambitieux parce que voilà, je voulais faire une newsletter par semaine, mais bon, on a vu que c'était assez compliqué à produire avec nos travaux respectifs, notre travail respectif. Ouais. Donc là, on est parti sur une par mois. Et après, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce que je peux tester pour avoir un peu plus d'abonnés? Donc là, on a ouvert un compte Instagram ultra basique, voilà, avec quelques images. Bon, là, pour l'instant, on a fait 4 posts de newsletter. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est le début, mais on essaye quand même de bien le faire. Euh, mais voilà, c'est motivant parce que bon, là, il n'y a que 74 abonnés sur le compte Instagram, mais ces 74 abonnés qu'on n'a pas quémandés, ils sont venus tout Hmm. seuls. Donc, ces 74 personnes, on se dit, tiens, bah, peut-être que ces personnes-là sont vraiment intéressées Pas le projet, ouais. par ce projet. Peut-être que ça peut en motiver certains, ce sera bien. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on part de ça. Et l'idée après, c'est de se dire, OK, bah, comment augmenter mes abonnés? Donc là, l'idée, ce serait de créer beaucoup de contenu, beaucoup de photos, de vidéos, terrain, mais pas que, aussi des alentours, de ce qu'on peut trouver aux alentours, etc. Pour ensuite poster tout ça sur Pinterest dans des boards de manière
de façon très régulière. Voilà, je me suis ultra chauffé dans ma tête. Je vais voir si je vais atteindre ces objectifs de 10 pins par jour. Ouais, bah, j'avais Olivia juste avant, qui est spécialiste Pinterest, et bah, elle m'a dit 10 pins par jour, et j'étais là. Voilà. Mais comme Bah elle ouais. l'a dit, par contre, c'est pas forcément des épingles que tu crées, c'est aussi des épingles que tu peux partager. Donc, c'est pas de la Oui, création pure et dure. Donc, si tu oui, veux t'enlever un petit peu de poids, tu peux déjà te dire ça. Mais faut les faire les 10, quoi. faut les faire. Donc c'est pour ça que je pense que c'est faisable quand on fait une newsletter, par exemple, de dire que tiens, avec cette newsletter-là, je vais reprendre quelques petites phrases clés de ma newsletter, de ma dernière newsletter. Admettons, c'est comme une vidéo YouTube en fait, hein, enfin voilà, en marketing, on parle souvent de contenu pilier et de fragmenter un contenu pilier pour mieux distribuer son contenu, ses fragments de contenu pilier sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, je m'explique. Admettons, je fais un mini documentaire sur la vie en yourte qui dure 20 minutes. Eh bien, derrière, je vais me dire, ok, c'est dommage d'en faire qu'une vidéo YouTube. Pourquoi pas fragmenter cette vidéo en, je sais pas, 10 bouts de vidéo et 30 photos et tous ces contenus-là sur Pinterest vont pointer, le lien va pointer sur ma dernière vidéo YouTube, ou alors si j'ai fragmenté mon contenu et que c'est des contenus extraits de ma dernière newsletter, eh bien, je vais pointer le lien vers ma newsletter. Et voilà, l'idée, c'est vraiment ça, je sais que Pinterest, alors, j'ai jamais fait, je suis pas spécialiste de Pinterest, j'ai jamais fait de choses vraiment très, très sérieuses sur Pinterest, mais voilà, j'aimerais bien essayer aujourd'hui et quand je vois le résultat de certains, ça motive quand même, Hmm. hein, voilà, donc plus utiliser cette plateforme pour ramener du trafic sur ma newsletter. Et après, l'idée, voilà, c'est d'essayer de dégager des abonnés comme ça, si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, eh bien, derrière ma newsletter, j'ai installé ce qui s'appelle un pixel Facebook. Donc, en fait, derrière les personnes qui viennent juste lire, parce qu'en fait, je passe, alors, je sais pas si c'est encore la bonne solution, je verrai si je me rajuste un peu plus tard. Mais j'ai choisi de ne pas passer par Mailchimp ou euh, Ouais, MailerLite, ouais, c'est ouais, ça? c'est ça, ouais. Sendinblue, enfin voilà, je sais que c'est d'excellents outils hein, qui n'ont plus rien à prouver, qui fonctionnent très très bien, comme ConvertKit. Voilà, je me suis dit, bon, allez, Substack, je trouvais ça bien parce que ça force pas forcément, ça force pas les gens à s'inscrire pour consulter un contenu. On peut très bien consulter une newsletter en mode article de blog. Et voilà, si on veut pas louper la suite, eh bien, dans ce cas, on s'inscrit. C'est comme si on recevait un article de blog directement bah, dans sa boîte mail, mais sauf que ça prend la tournure d'une newsletter. Donc Ok. ça, moi, j'aimais plutôt bien. Ce que je me dis, alors je prends le problème à l'inverse, c'est que je me dis que, OK, peut-être que j'aurai pas beaucoup d'inscrits, mais au moins ces inscrits-là, ils auront une vraie valeur et je me dis que c'est vraiment des personnes qui sont vraiment intéressées. Si j'en ai 30, et ben, peut-être que ce sera 30 personnes qui seront hyper intéressées. Et je sais que ces 30 personnes-là, si je leur envoie un mail, bah, au moins elles vont me répondre. Ouais, non, c'est Enfin, clair. voilà. C'est super valorisant une newsletter, parce que du coup, c'est des personnes qui ont fait la démarche de s'inscrire, de laisser une email, Ouais. souvent un prénom, et de confirmer, Ah de oui, recevoir, enfin de valider l'inscription. ouais, Et si ça les intéresse pas, ils ont la possibilité de se désinscrire. Donc en fait, s'ils ouais. restent, c'est que globalement, ils sont très intéressés par la newsletter que Mm. tu envoies. Donc c'est hyper intéressant, une newsletter. Ouais, une des plus grosses preuves d'intérêt, en tout Hmm. cas, quand on fait voilà, du marketing digital. Ouais, ça a infiniment plus de valeur Qu'un abonnement qu'un sur, like ouais, sur Insta, ouais. sur Ouais. Instagram. Donc voilà, et l'idée avec Substack, donc ce service que j'utilise, c'est de donner la liberté aux gens de s'inscrire s'ils veulent vraiment suivre l'aventure de près. S'ils veulent pas, bah, ils consultent les dernières newsletters et ils consultent ça comme un article de blog. Donc moi, ça me convenait bien parce que j'avais pas envie de monter un site web tout de suite. Mhm. Je trouvais que ça servait un peu à rien. Je préférais prendre le temps d'écrire quelques newsletters pour peut-être essayer de trouver un ton, un équilibre derrière tout ça, peut-être même des nouvelles idées pour pouvoir voilà, petit à petit augmenter ce volume d'écriture avec le temps
Et le jour où je devrais monter un site web pour valoriser l'offre qu'on a avec Prisca, eh bien, ce sera beaucoup plus Ouais, tu as facile déjà parce tout le contenu que j'aurai derrière. Ouais. peut-être déjà écrit 10 ou 15 newsletters. Bon, voilà, c'est déjà fait. J'ai pas besoin de réfléchir à ça. J'ai pas besoin de me dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais poster sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. Maintenant, je pense quand j'arriverai à ce stade-là, ce sera juste une question d'organisation, pour trouver du temps. Mais grosso modo, voilà. Donc, oui, pour revenir encore une dernière fois à la newsletter, donc je laisse les gens consulter ça comme un article de blog, mais moi derrière, je peux construire en mode sous-marin une audience publicitaire basée sur le trafic, sur la solution que j'utilise, Substack. Donc toutes les personnes qui vont lire les newsletters, et ben, petit à petit, je vais pouvoir faire entrer ces personnes-là dans mon audience publicitaire. Ouais, et Voilà. ça, c'est grâce au pixel Facebook que tu peux installer sur Substack, du coup. Et en fait, ça te permet de suivre les utilisateurs, de faire un tracking un peu, et du coup, de pouvoir C'est ça, ouais. les retoucher par la suite avec de la pub Facebook. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas, ouais, c'est un petit peu mécanique, hein. Peut-être qu'il y a plus simple, hein, Non, non, mais non, bon. c'est une super idée. J'ai envie d'essayer en fait. Je veux voir, tu sais, des fois quand tu as des nouvelles idées, que tu veux proposer un truc, bon, on va peut-être pas forcément te dire que c'est bien, on va plus te décourager, Non, mais il faut dire tester. non, ouais, voilà. Et en fait, je me dis, bon, si j'arrive peut-être pas à dégager trop d'inscriptions avec la newsletter via Pinterest, eh bien peut-être que je vais créer suffisamment de trafic pour faire une audience publicitaire qui sera intéressante. Auquel cas, le jour où je lancerai peut-être une campagne de crowdfunding Hmm. pour accentuer encore plus l'effet lancement de ce projet Permaculture, observation d'animaux nocturnes, etc., etc. Eh bien, peut-être que là, j'aurai les abonnés à ma newsletter, mais j'aurai aussi une audience publicitaire basée sur le trafic de mes newsletters. Donc, j'aurai deux angles d'attaque. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu ça, voilà, la démarche en tout cas de base, hein, au début. Et voilà, on va vraiment faire simple hein, au départ, c'est-à-dire on va louer ça en mode particulier sur Airbnb pour prendre un peu la température. Voilà, faire quelques petites pubs. Et oui, et si, on a un objectif, en vrai, un objectif, on en parle souvent d'ailleurs avec Prisca. Il y a un site, alors je sais pas si tu connais, mais en tout cas en Pologne, c'est un site qui cartonne vraiment, qui s'appelle Slow Hope, Ah non, ça me parle pas. Slowhop. Yes. Et en fait, ça répertorie plein de gîtes insolites, d'habitats légers, de concepts un peu, des fois un peu farfelus, ou ouais, des auberges ou des complexes avec bah, beaucoup de charme, beaucoup d'idées. Genre, t'as des gîtes avec des églises à l'intérieur. Enfin, mais c'est complètement fou. Et nous, notre motivation, c'est de pouvoir figurer sur ce site-là parce que ça voudrait dire potentiellement que l'on possède quelque chose d'assez intéressant. Pas quelque chose de commun, mais qui relève plus du domaine de l'expérience, on va Hmm. dire. Ok. Donc, tu es vraiment dans cette démarche d'hébergement insolite et encore plus insolite, mais unique en plus, quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui me faisait un peu rêver, même quand j'étais adolescent. Même quand j'avais 17 ans, j'avais un internet tout pourri chez mes parents, mais via MySpace à l'époque quand même, j'étais tombé sur un gars, un architecte. Et il faisait des lieux de vie un peu insolites, dont un en Bretagne qui était Hmm. un phare breton et tout, pas le gâteau. Et, et du coup, ouais, même à 17 piges, je voulais, ça me faisait rêver, quoi. J'avais envie de dormir dans des trucs comme ça. Où j'avais vu une fois un gars qui avait fait un truc, genre un cube au milieu d'un champ en Normandie. Moi, je trouvais ça sympa. Donc, ouais, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours fait un peu rêver. Et je pense que pour ma compagne, c'est à peu près la même chose. Et ouais, je sais plus de quoi on est parti. Ouais, j'avoue que là, on est en mode flow et tout, c'est nickel. Mm. Mais ouais, du coup, ça, après, être référencé sur des sites comme ça,
Je pense que Mmh. déjà, dans ta démarche marketing, ça va t'attirer aussi du prospect Ouais. qui t'intéresse aussi de toute façon. Ouais. Donc, c'est un peu comme si tu t'allais chercher un label, au final. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. C'est un peu un tampon qui crédite le fait que tu es insolite, quoi. Ouais. Et je voulais revenir du coup aussi sur la partie newsletter. On parlait du fait de capitaliser ton marketing là-dessus. Il y Mmh. a une technique aussi qui s'appelle Looks Like. C'est-à-dire Ouais. que. Ah oui, oui. Ouais, Et ouais. donc, du coup, ça, en fait, c'est. Je ne l'ai pas utilisé alors que j'ai un client qui est. Il faut vraiment que je le mette en place, mais ça sera pour la rentrée. Je vais te dire le truc, on a 50 000 inscrits. Est-ce que le looks like, c'est bon? Largement. Tu peux déjà faire un lookalike de qualité à partir de 300 inscrits. Alors du coup, pour expliquer le truc, c'est tu renseignes X emails, ça dépend du moteur que tu utilises. Si c'est par exemple sur Google, je crois que le chiffre est différent. Et sur Facebook aussi. Et sur Pinterest, je pense que ça doit être pareil. Ils doivent avoir un fonctionnement comme Ah ça. oui, oui, il y a les mêmes méthodes. Alors, Mm. la la lookalike, en fait, c'est une, voilà, c'est une audience publicitaire, que l'on peut faire sur Facebook ou sur Pinterest, j'imagine. J'ai pas encore été jusque-là, mais bon, Mm. je pense Il y a que, moyen, ouais. voilà, ils se tirent, voilà, c'est des plateformes qui se tirent un petit peu la bourre, je pense qu'elles offrent un peu les mêmes fonctionnalités. Hem, la lookalike, c'est de se dire: OK, j'ai une audience publicitaire qui fonctionne. Je veux trouver des personnes qui ressemblent ou qui sont semblables, heu, à cette audience publicitaire en question qui fonctionne. Exemple, j'utilise une base de données, la base de données des inscrits de ma newsletter. Je leur diffuse une offre. Par exemple, je sais pas, allez, soyons fous, j'ai 1000, il y a 1000 personnes qui me suivent sur ma newsletter. Hem, eh bien, ces 1000 personnes-là, je peux leur diffuser une publicité. Sauf que 1000 personnes avec, par exemple, 100 € de budget, eh bien, on les atteint quand même très, très vite. On les atteint extrêmement vite. Donc l'idée, alors soyons clairs, aujourd'hui, faire de la publicité Facebook juste avec 100 balles par mois, c'est impossible. Heu, Mm. il faut mettre, beaucoup plus la main au portefeuille, heu, heu, parce que voilà, hein, c'est de plus en plus cher. Donc l'idée, c'est une lookalike, c'est de se dire: «OK, je vais faire une audience publicitaire qui va être basée sur, admettons, exemple, ma base de données, newsletter des personnes qui suivent ma newsletter». Mais sauf que je vais demander à Facebook: «OK, à partir de ma base de données newsletter, je veux que tu me trouves, par exemple en France, les 1 des personnes qui ressemblent le plus à mes inscrits, newsletter actuels». Mais c'est des personnes qui ne me connaissent pas encore. Eh bien, figurez-vous que ça marche très, très bien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, une technique que j'ai expérimentée pour un camping dans le nord de la France. Et donc là, j'ai redémarré une campagne d'ailleurs avec lui il y a pas très longtemps. Donc là, je suis encore au tout, tout début, mais l'année dernière, j'avais, utilisé sa base de données client. Donc il m'avait juste envoyé une base de données de 300 clients. Cette année, on a fait un petit peu plus. Donc c'est-à-dire, on a repris ces bases de données 2017, 2018, 2019, 2020 et là, le début 2021. Donc moi, j'ai tout compilé et on se retrouvait à peu près avec un peu plus de 1000 personnes. Trop cool. Et du coup, là, j'ai commencé à diffuser une publicité, une première publicité pour présenter le camping, représenter le camping à ces personnes-là. Donc, ce qui est vachement bien de faire ça, c'est qu'on obtient toujours des avis positifs en commentaire. De dire que, enfin, après, ça dépend du camping en question, hein. Des fois, les gens peuvent nous prévenir. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il y a voilà, des retours positifs, les personnes sont appréciées, etc. Et du coup, moi, ce que je fais après, c'est que je vais mettre sur pause cette publicité-là quand je vais arriver à un taux de répétition trop élevé. Donc, c'est-à-dire que voilà, quand on diffuse une pub auprès de 1000 personnes dans une base de données, eh bien, au bout de 3 4 jours, il y a un indicateur dans Facebook qui s'appelle le taux de répétition et qui nous dit: «Bon, OK, dans ta base de données, une personne a vu potentiellement 4 ou 5 fois ta publicité». Donc là, ça commence à être beaucoup et c'est là où on va commencer à réfléchir à faire une lookalike. C'est-à-dire,
OK, cette audience-là, c'est la meilleure que je puisse avoir. C'est mes clients, en fait. C'est mes clients ou c'est les abonnés de ma newsletter, donc ça veut dire beaucoup. Je veux retrouver des personnes qui sont similaires à ces personnes-là. Et c'est là où cette audience publicitaire intervient. Donc, elle est assez facile à faire hein, sur Facebook. Tapez lookalike Facebook sur YouTube, vous allez très certainement trouver comment la réaliser. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. L'objectif l'année dernière, c'était de générer des conversations Messenger parce que mon client n'avait pas forcément un site ultra adapté. On ne pouvait pas, hein. Mhm. Il a un module de réservation clipsé à son site web, mais c'est pas un module qu'il a vraiment développé lui-même. C'est un truc clé en main. Le problème, c'est qu'on ne peut pas installer de pixels sur ce Ouais, c'est souvent des module de solutions assez réservation. fermées, ouais. Voilà. Juste avec des lookalikes, on en a fait, on a généré, je crois, sur 4 mois, 426 conversations. Donc, c'est pas mal. Et en période de Covid, il a quasiment été plein tout le temps. Ok. C'est plutôt une bonne stat. Ouais. Et du coup, là, tout à l'heure, on parlait de budget. Combien tu préconises, tu crois, au minimum sur une pub Facebook par jour? Ça dépend après de l'objectif, mais Ça dépend de l'objectif, ça dépend ça de la dépend de la cible durée. aussi. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes spécialisées en pub Facebook qui partent du principe que voilà, faut au moins essayer avec une fourchette à 1 000 € par mois. Hmm. Je pense que je suis en train de tester des choses actuellement pour essayer de réduire cette fourchette-là, parce que j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui marche extrêmement bien sur Facebook, c'est les vues de vidéos. Et en fait, euh, voilà, on peut faire du reciblage avec des vues de vidéo. Donc on peut toujours être dans cette phase publicitaire inspirée de l'inbound marketing en 3-4 étapes. Voilà, Ouais, la technique de l'entonnoir et après voilà, tu faire une technique de retarget. l'entonnoir, Ouais. mais je pense qu'on peut vraiment la faire avec des vues de vidéo. Hmm. Et du coup, ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est directement en interne sur Facebook. Donc ouais, ça coûte pas très cher de faire ça. Et c'est très efficace. Et d'ailleurs, c'est toujours une des audiences les plus efficaces qui marche, quoi. Enfin, ça marche quasiment à tous les coups, hein. Vraiment, Hmm. on va diffuser une vidéo, voilà. On fait beaucoup confiance, hein, enfin, on fait uniquement confiance hein, à l'algorithme de Facebook hein, pour faire de la publicité sur Facebook. Mais après, ça marche très bien, hein, mais c'est comme une machine à sous, en fait. C'est-à-dire, plus tu vas mettre d'argent, plus l'algo va bien fonctionner. Pourquoi? Parce que plus tu mets d'argent, plus tu fais rentrer des datas au niveau de tes pubs et au niveau de tes audiences. Et plus tu fais de rentrée de data, plus l'algo va mieux réfléchir. Donc au final, Hmm. plus tu vas dépenser, plus il y aura un résultat à la fin. Parce qu'il y aura plus de data. Parce que l'algo aura plus appris des diffusions qu'il aurait proposées auprès de certains groupes de personnes dans toute la France, etc. Et tout ça, lui, il compile des milliers, des millions, des milliards même d'informations auprès de tous les tests qu'il peut faire sur les gens. Et voilà, et je pense que via les millions de tests faits et proposés, à travers la France, bah, lui, il arrive à cartographier derrière une typologie de personnes et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à générer des conversions, générer des ventes sur un site web. D'ailleurs, tous les spécialistes, hein, vraiment Facebook Ads, le disent, il faut être patient pour obtenir vraiment des premiers résultats. Voilà, ça se fait pas en 7 jours, 14 jours. Ouais, bah ouais, Il faut clairement. attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si on démarre du tout début, en plus, il faut revoir le branding, Ouais. tourner les bonnes vidéos, refaire les bonnes images, créer du contenu, etc. Plus créer du contenu en backup, parce que les vidéos, on peut pas, les pubs, on peut pas les laisser tourner indéfiniment, parce qu'à un moment donné, ça saoule les gens, donc il faut Ouais. les changer, il faut les réactualiser. Donc déjà, ça peut prendre aussi un peu de temps. Donc ouais, budget, si on veut tester, allez, moi je dirais, on peut commencer avec 300, 300 € par mois. Si on a un commerce de proximité, alors ça c'est un autre sujet, hein,
si on est un commerce de proximité, un gîte près d'une petite ville ou voilà, on peut très bien se dire, ok, je peux essayer de mettre 5 euros ou 5 balles euh, par jour pour recibler le trafic que j'ai sur mon site web. Je peux recibler les personnes qui interagissent avec mes posts Facebook. Voilà, avec des petits budgets comme ça à 5 euros, et puis essayer de générer des conversations Messenger, par exemple. Voilà, ça fait partie des petits budgets à essayer. Mais voilà, hein, Hmm. Facebook, c'est moins tu mets d'argent, plus c'est long. Moins de résultats et plus c'est long. Ouais. Mais Voilà. c'est pareil que sur Google Ads. En fait, plus les campagnes sont, plus tu as de budget, plus l'algo apprend, mais plus Mm. les campagnes sont longues et Ouais, plus l'algo apprend aussi. c'est ça. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez en pause votre campagne au bout de 6 mois et que Mm. vous la relancez, l'algo il se souvient toujours de cette data précédente. Et bon, peut-être qu'il y a eu des changements, mais globalement il part déjà sur une base Mm. qui est déjà connue. Et donc du coup les résultats reviennent vite à la normale, quoi. Mm. Ouais, ouais. Et c'est assez intéressant parce que du coup, globalement, si je vois une offre pour un gîte, ça va être par exemple sur des périodes où les taux de réservation sont moins faciles à acquérir en naturel, c'est-à-dire que sans que vous ayez par la pub. Et du coup, je pense que du coup, ça peut être hyper intéressant de faire des pics de campagne là où vous avez du mal à remplir, quoi. Voilà, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est intéressant de faire ça et de le faire, de démarrer un petit peu avant le pic, quoi. Ouais, voilà, ouais, exactement. Voilà, si on n'a pas beaucoup de budget, ouais, essayer ça et voilà, et ne pas oublier aussi que souvent on pense en termes de budget pour la publicité, C'est le retour. mais, mais en fait il n'y a pas que le budget, c'est-à-dire il y a aussi le côté créatif, le côté message, ce qu'on veut transmettre aux gens, à notre Ouais. audience. Parce que c'est ça finalement qui fonctionne le mieux. Et il y a des comptes publicitaires, en tout cas sur Facebook, qui sont optimisés. Euh, euh, alors, comment ils appellent ça? Le scaling efficiency, je crois. Enfin bref. Oula. Euh, En fait, ça consiste à optimiser les coûts d'une publicité par la création. C'est-à-dire, plus on va être impactant dans la création, dans ce que l'on va proposer pour les gens, plus on va dégager aussi de plus-value derrière et on va mieux remplir nos objectifs. Mais on va pas forcément augmenter notre budget publicitaire. Voilà. Des fois, ça se joue beaucoup à la créa. Et bien souvent, quand on est sur des objectifs de reciblage, etc., ça a été montré quelques fois. Je ne vais pas dire pas mal de fois parce que bon, quelques fois, j'ai vu ça quelques fois. Et que bien souvent, quand on augmente le budget avec une campagne de conversion, eh bien en fait, ça va un petit peu péter euh, l'élan de l'apprentissage de l'algo. Et en fait, on va se retrouver, on va penser qu'on va mettre plus de budget parce qu'on va être plus performant, ou on voit qu'une campagne performe, du coup on va mettre plus de budget, elle va mieux performer. Et bien souvent, eh bien en fait, en fait, on dépense juste un peu plus et c'est pas pour ça que ça marche mieux, bien au contraire. Ouais. Donc C'est pas parce que vous mettez x2 le budget qu'il y a x2 de conversion, quoi. voilà, exactement. Ça n'a aucun rapport. Ouais, et j'ai eu du mal à l'expliquer ça à un client. Ça n'a aucun rapport. C'était très mathématique dans sa tête, Ouais, mais en réalité, sur le terrain de Facebook, ça marche pas vraiment comme ça. non, non. Non, mais en fait, faut imaginer comme si, faut se mettre à la place des gens, quoi. Se dire, bon, bah, ok, tu allumes ton application Facebook ou Instagram, tu vois un message publicitaire. Bon, déjà, c'est un message publicitaire. Voilà, donc tout le monde n'aime pas la publicité. Mm. Euh, donc déjà, il faut que ce soit intéressant. Il faut que ce soit attrayant, il faut que ce soit accrocheur, faut qu'on ait envie. Et en plus, ce truc-là, il faut le varier, faut le varier plusieurs fois. Il ne faut pas toujours montrer la même chose, sinon on va saouler les gens. Donc c'est pour ça que bien souvent, les performances en publicité, elles sont très liées au renouvellement des créas et à la pertinence des créas aussi, quoi. Voilà. Pas au budget. On peut Mm. dépenser. C'est un gars que j'aime bien sur YouTube qui parle qui parle quasiment que de Facebook Ads et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Théo Lyon. Et,
et voilà, et il a dit une phrase, moi, qui m'a couché, et j'ai trop rigolé tout seul derrière mon écran. Voilà. Bon, une action publicitaire, grosso modo, si ton produit, c'est un étron, et qu'avec la publicité, tu essayes de mettre un ruban autour de ton étron, et ben, ton produit, ça restera un étron, quoi. Voilà. Mais il a tellement pas tort. Mais voilà, et j'ai trouvé ça trop drôle, mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que ça aussi, faut pas l'oublier, c'est que, OK, ma pub, elle marche pas, mais peut-être qu'il y a un souci dans mon offre aussi. Peut-être qu'il y a un truc qui passe pas chez les gens, et des fois, ça vient du produit en lui-même, ça vient du c'est pour ça que les agences en Facebook Ads, ou les personnes qui sont spécialistes de ça, eux, ils sont pas idiots. Ils vont pas aller voir les gens qui se lancent à peine, ou voilà. Ils vont déjà voir, des personnes qui ont déjà un produit bien défini, qui a déjà fait ses preuves sur le terrain, dans le réel, et comme ça, ils sont sûrs que quand ils vont lancer les pubs, eh bien, ça Ouais, va jackpot. cartonner, quoi. Ouais, bah, ouais, Voilà. forcément. Donc il y a ce facteur-là aussi, quoi. C'est-à-dire, OK, ça marche pas, bah, peut-être que, je parle pas de la bonne façon de ce que j'ai monté, pour mon gîte, ou ou voilà, ou peut-être qu'il y a des petites offres à moins mettre en avant que d'autres, et cetera. Donc ça, faut bien garder ça à l'esprit. Des fois, c'est pour ça que c'est bien aussi des fois de payer des professionnels en marketing. C'est que ne paye pas qu'un professionnel en marketing pour faire une pauvre pub à la Better Call Saul, mais, mais plus un regard extérieur. C'est-à-dire que voilà, avec toutes les années écoulées, bon, on a appris plein de choses, on a testé plein de choses, etc. Donc au premier coup d'œil, on peut voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui peut être optimisé. Et puis, bah, petite optimisation après petite optimisation, ça donne quelque chose. Voilà. Ou alors on démarre pas du bon côté, c'est-à-dire, enfin, juste lancer une pub et espérer qu'on va vendre un produit, ça, faut se l'enlever de la tête, hein. Ça marche pas du tout comme ça. Faut revoir un message publicitaire. Les statistiques disent qu'il faut voir, entre guillemets, 7 fois un message publicitaire avant de se dire: «OK, je vais peut-être passer à l'achat». C'est bien de faire de la publicité, en fait. C'est bien d'essayer d'en faire, parce que on peut vite se rendre compte de ce qui peut fonctionner, de ce qui ne peut pas fonctionner. Il faut pas avoir peur des retours négatifs. Bien au contraire, c'est ça qui vous fera progresser, et heureusement qu'il y a des retours négatifs, quoi. Au moins, vous y voyez plus clair, et s'il y a quelque chose de mauvais dans votre offre, eh bien, au final, tant mieux, parce que là, vous aurez de vrais retours, même si, faut des fois, distinguer les retours constructifs des retours haineux. Mais non, mais ouais, faut faire de la pub. Si vous avez un petit peu de budget pour faire de la pub, testez de la pub, vraiment, juste pour voir ce qui en ressort au niveau de vos audiences, et au niveau des personnes, et voilà. Vous pouvez que gagner du temps, au final. Du coup, là, du coup, on a parlé de la pub Facebook, ça faisait partie de ta stratégie de marketing pour ton lancement et pour après pour la suite. Donc, du coup, se servir de la newsletter en fait comme base pour construire ton offre. Ouais, Ensuite, l'éprouver finalement au fur et à mesure avec la newsletter, voir comment ça réagit autour. ouais. La faire grossir. En Après, utilisant être Pinterest pour faire pour du alimenter, quoi. Ouais. ah, Et pareil pour Facebook, après, par la suite, une fois tu as une base assez conséquente d'emails pour faire du look-like. ouais. Et du coup, est-ce que tu as une dernière étape? Est-ce que tu as déjà pensé à autre chose ou déjà ça, c'est déjà quand même pas mal suffisant? Ah, déjà là, c'est déjà pas mal de choses à tester. Ouais, de fou. Voilà, sachant que, on peut avoir plein d'autres, idées, hein. On peut Ouais, très ouais. bien, remixer, les newsletters en vidéo YouTube. Heu, enfin voilà, on peut faire plein de choses, hein. C'est du recyclage infini en fonction des plateformes, hein, au final, hein, le marketing. Mais bon, là où voilà, j'ai hâte, en tout cas, de mettre, en valeur les premiers retours positifs de mes clients Ça. sur ce projet. Voilà. Non, non, pas d'autre étape, hein, on va déjà faire ça. Tu m'étonnes. C'est déjà pas mal en fait, hein. C'est déjà beaucoup. Donc merci Guillaume pour cet épisode. Je suis super content de t'avoir eu parce que du coup, tu es le premier qui passe avec un projet touristique derrière et en étant professionnel du marketing et tout. Donc
c'est la première fois, c'est ma première fois à moi de ce type de profil, donc je suis super content que ça soit toi. Et Yann, t'es ma première fois aussi, hein, premier podcast waouh. pour moi. On va voir on va voir si je vais aimer ma voix. Voilà. Ah bah, moi j'ai bien aimé, elle passe nickel en tout cas. Si tu as une un petit retour. Mais en tout cas, encore merci. Et puis si tu as d'autres idées pour la suite, en tout cas, moi j'ai hâte de faire le point avec toi. Je m'engage directement dans 1 an, on fait le point Ok, pour suivre le projet, pour voir ok. ce qui a évolué, parce que, à mon avis, ça va bien bouger là, ça va être marrant. J'espère. Enfin, marrant pour moi, mais peut-être Bon, pas pour toi, parce que, à mon avis, tu vas galérer encore, mais il va y avoir ouais. des trucs hyper positifs aussi, donc j'ai hâte Oui, que tu me le forcément. dises. Ouais. On remet, il y a forcément des choses positives et négatives qui ressortent. Clair. Bah merci, et je te dis à très vite du coup. Merci Yann. J'espère que cet épisode hors série t'a plu. Je trouve le projet de Guillaume passionnant, d'autant plus qu'il est freelance comme moi, et que moi aussi j'ai un projet d'ouverture de gîte. Il me tarde donc de faire le point avec lui pour voir son évolution. Et de la partager bien sûr. Nous avions enregistré cet épisode en juin 2021, donc le rendez-vous est pris pour 2022. En tout cas, je trouve le point de vue de Guillaume très intéressant. Il construit une stratégie marketing à son image, qu'il est sûr de tenir, et grâce à ses compétences, il va pouvoir en tirer son plein potentiel. Et je trouve ça très astucieux. Mais suis-je étonné? Parce qu'en fait, Guillaume, je l'ai rencontré lui aussi en vrai. Il était de passage à Lyon, en tournée avec son groupe, rien que ça. J'ai réussi à m'y glisser pour le voir derrière sa batterie, c'était d'ailleurs mon premier concert depuis le confinement, et on a discuté autour d'une bière après son concert. Lorsqu'il parle marketing, Guillaume, il a des étoiles plein les yeux et sa vision positive rejoint la mienne. Il est possible d'adapter son marketing pour qu'il colle à son projet, mais aussi aux porteurs de projet. Et j'ai hâte de t'apporter mon aide en 2022 sur cet objectif, qui doit devenir le tien si ce n'est pas déjà le cas. Pour ça, il va se passer de très belles choses. Tu en sauras plus dans les épisodes de la saison 2 qui va débuter, attention, le 17 janvier 2022. On va faire comme dans la saison 1, tu prends ton calendrier et tu peux commencer à poser des dates. Donc le 17 janvier 2022, l'épisode 1 de la saison 2. Et tu pourras découvrir la bande-annonce le 10 janvier. Et dans celle-ci, il y a quelques annonces sur le concept de cette nouvelle saison. Allez, on se retrouve donc très très vite en gardant le même cap. Booster ton gîte.